Bonjour à tous. On va démarrer parce que le temps est compté et on a beaucoup de choses à vous dire. Avant toute chose, c'est un grand plaisir d'animer cet atelier et de voir qu'il y a autant de personnes qui viennent nous voir parce que il y a un nombre de thématiques qui sont abordées aujourd'hui qui sont quand même très séduisantes. En tout cas, plus sur le papier que de parler du bon vieux Best Estimate V. Après, voilà, malgré l'IA, malgré toutes les innovations qui arrivent et qui vont, on l'espère, nous améliorer la vie, ces prochaines années, enfin, tous les trimestres, les actuaires vont encore calculer, avec les techniques traditionnelles, le Best Estimate V. Donc, ce n'est pas inutile de revenir sur le concept, surtout que depuis 2016, les choses ont beaucoup évolué. Maintenant, on a une vraie rétrospective dans le temps qui, en plus, est super riche parce qu'on est passé à travers d'événements majeurs, tant réglementaires que de chocs de marché ou de chocs, ou la pandémie de 2020, par exemple. Donc, il s'est passé beaucoup de choses et avoir un retour en arrière sur le Best Estimate, c'est quand même source de beaucoup d'apprentissage. Et les perspectives ne sont pas terminées. On n'a pas du tout convergé vers quelque chose de complètement stable, puisque l'EIOPA a publié l'année dernière deux nouvelles guidelines majeures pour le calcul du Best Estimate qui vont être précisées par des notices bientôt publiées par le superviseur. Et c'est d'un certain nombre de sujets choisis, tirés de ces dernières évolutions à venir, qu'on va vous parler ensuite en deuxième partie de l'atelier. Bon, on va se passer la parole au fil de l'eau en fonction des sujets. Oui, pardon, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles-Henri Carlier, je travaille comme directeur chez Deloitte Conseil, notre équipe actuariat. Alors ce slide, on va passer très vite dessus, mais c'est juste pour les personnes qui ne sont peut-être pas toutes familières avec le concept. Qu'est-ce que c'est que le Best Estimate V ? Eh bien, c'est la métrique qui permet de mesurer la valeur de l'engagement économique, compris les assureurs vie, envers les assurés. Ça représente à peu près, alors hors unité de compte, environ la moitié du bilan consolidé de l'assureur, des assureurs au niveau français. Et puis si on rajoute les unités de compte, on arrive à peu près 70% du bilan. L'ambition du concept, c'est et c'était ça qui était très attendu avec la réforme Solvabilité 2, c'était de capter des tas de risques qui n'étaient pas jusque-là mesurés correctement par les provisions mathématiques. Donc capter des risques de source stochastique, capter également des risques qui ne pouvaient pas être modélisés autrement que dans un panel de scénarios. Et la promesse de cette métrique, elle se paye d'une certaine manière par plus de complexité. Plus de complexité parce qu'elle est censée être cohérente, y compris quand on passe à travers des scénarios extrêmes, comme par exemple les chocs nécessaires pour calculer le SCR. Et une toute petite erreur sur le Best Estimate, même on va dire infime, de l'ordre même du pour 1000, a des impacts quand même très significatifs sur les fonds propres. Je voudrais juste rajouter... alors, je me présente, Cédric Olivier. Donc, moi, je suis responsable de la fonction actuarielle chez Generali depuis plus de 3 ans. Donc, je baigne dans S2, par contre, depuis 2015, depuis son introduction. Et effectivement, pour appuyer les propos de Charles-Henri, je voudrais rajouter que côté Generali, dans notre rapport, en termes de sensibilité, puisqu'en fait, ce n'est pas complètement encore une science exacte, on va réaliser en plus, pour donner un petit peu des ordres de grandeur au conseil d'administration, plus d'une vingtaine de sensibilités économiques autour de l'equity, autour des taux sans risque, etc. Et également une dizaine de sensibilités sur les hypothèses techniques. Voilà. Donc un grand nombre de sensibilités pour accompagner, pour que le conseil d'administration ait bien en tête les hypothèses vraiment sensibles du Best Estimate. Alors, pour compléter, on avait promis d'aller très vite sur ce slide, mais finalement, on prend un peu de temps. Ce slide dit quand même 2-3 choses. Ce que dit Charles-Henri tout à l'heure, c'est la notion du Best Estimate qui est quand même un gros bloc. Il faut faire attention aux seuils de matérialité qui doivent être faits en fonction des fonds propres et non pas du BE. Typiquement, on voit des seuils sur les fuites de modèles. Attention, les fuites de modèles, pour qu'elles soient matérielles ou pas, il faut qu'elles soient rapportées au fonds propre et non pas au Best Estimate. Ça, c'est des choses qu'on précise un petit peu dans le manuel. Autre intuition qu'on peut tirer de ces slides,
On voit l'effet taux entre 2022 et 2023. On voit la quote-part sur l'euro. On voit la quote-part UC qui augmente, donc une activité UC qui augmente. On voit également la quote-part des fonds propres qui reste stable. Donc on peut intuiter une forme de professionnalisation, peut-être, ou de maturité des assureurs sur la gestion de capital et sur l'optimisation du capital. On peut déduire, et c'est effectivement c'est ce qu'on commence à voir un petit peu sur le marché, une forme de pilotage dynamique des fonds propres. Du coup, c'est l'occasion de revenir en rétrospective sur qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016. Il s'est passé des choses entre 2022 et 2023, bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016 ? Du coup, on vous présente là sur un graphique les encours de Best Estimate qui sont sortis sur les 3 principales économies de l'Union européenne. Donc il y a quelques années, il y aurait eu en plus le Royaume-Uni, même devant la France. Mais là, leur départ a fait qu'on est passé maintenant dans les statistiques de l'EIOPA comme premier contributeur au bilan européen de l'assurance. Alors bien sûr, tout ça a été nuancé parce qu'il y a des effets de poche qui ne sont pas présents ici. Enfin, notamment, ça ne couvre pas du tout les fonds de pension. On ne parle que de l'assurance vie chez les organismes agréés en assurance. Donc on voit une certaine fluctuation avec une baisse pour à peu près tout le monde en 2018. Et puis, fin 2022, une énorme chute pour les 3 économies. Alors si on regarde ça pour les unités de... Alors je parle des fonds euros, bien sûr. Pour les unités de compte, c'est un petit peu plus fluctuant. Si vous faites le total, on a l'impression qu'au niveau de la France, on s'est plus réduit que les autres économies, que l'Allemagne et l'Italie. Alors en réalité, c'est parce qu'il y a des effets de fuite, mais je pense qu'on peut en parler tout de suite. Voilà. Il y a eu plusieurs réformes réglementaires qui sont arrivées dans l'intervalle. Donc déjà, en 2017, l'ordonnance qui a institué les organismes de retraite professionnelle supplémentaires. Alors, le mouvement n'est pas net sur une année parce que les agréments se sont faits jusqu'en 2023. D'ailleurs, il y avait une deadline au 1er janvier. Et on a du coup basculé progressivement 200 milliards d'euros environ d'engagement vers les fonds de pension à la française. Donc il y a 200 milliards d'euros qui sont manquants. Oui. Donc essentiellement du fonds euro. Un peu d'unité de compte quand même. Vous avez également l'arrêté du 24 décembre 2019 qui permet d'incorporer une partie de la PPB en surplus fund. Donc ça, c'est au global marché, ça représente environ 40 milliards d'euros. Et puis vous avez aussi des dispositions accessoires qui ont été passées notamment sur la modélisation de la PRE et puis aussi sur l'auto-technique plancher qui ont des effets, alors là je ne les ai pas chiffrés, mais tout ça fait qu'au global, il y a environ 250 milliards d'euros qui sont manquants dans les statistiques françaises et qui expliquent qu'on a une chute qui est en agrégat supérieure à ce qu'on peut observer côté Allemagne et côté Italie. Ouais, juste un petit point sur le deuxième, là, sur l'arrêté sur la PPE sur plus fond. Donc ça, c'est un vrai sujet, puisque du coup, les assureurs, depuis, ont pris l'habitude d'intégrer cette PPE dans leur ratio. Et, parce que c'est dans un contexte de baisse des taux. Désormais, il y a une hausse des taux. Et donc, pas plus tard que vendredi dernier, la CPR a demandé aux assureurs de relâcher cette PPE. Voilà, donc il y a vraiment un conflit qui va s'installer entre le recette Solva, le métier et également le régulateur. Donc voilà, donc là c'est un vrai sujet qui va arriver côté assureur dans les prochains mois. Alors, on a remis quand même le principal enjeu, à savoir la hausse des taux, brutale, pas brutale, on laissera les experts débattre, mais il est évident que le contexte dans lequel aujourd'hui, on exerce aujourd'hui est inédit depuis le début de Solvabilité 2. Ce qui fait que, on va le voir un peu plus tard, il y a énormément de mécanismes qui étaient de l'ordre presque de la science-fiction il y a quelques années et qui aujourd'hui sont totalement réels, par exemple les rachats dynamiques ou autres sujets. Ensuite, on a mis une petite slide, pareil, pour poser un petit peu le contexte, à savoir, on est de façon, je vais pas dire historique parce que c'est déjà arrivé quand même par le passé, mais dans le cadre de Solvabilité 2, on est en situation de moins-value globale, ce qui permet quand même de se mettre dans un paradigme qui est totalement différent de celui qui était applicable il y a 2-3 ans.
Alors, il s'agit essentiellement des portefeuilles obligataires qui induisent des problématiques de rachat massif, notamment au financement de la réserve de capi, etc. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a des métriques qui, auparavant, n'étaient pas forcément regardées de façon très précise. Aujourd'hui, elles vont avoir un impact direct sur la solvabilité, typiquement le stock de réserve de capi ou le stock de PPE, comme l'a dit tout à l'heure Cédric. Tu veux rajouter quelque chose ? Je voulais en parler des rachats, mais après, sur la slide suivante. Tout à fait. Donc, du coup, là, effectivement, en termes de rachat, comme tu disais, Mohamed, il y a eu une grosse vague de rachat qui a commencé chez nous en août 2022 et qui se décline un petit peu. Mais voilà, donc on a dû faire face à ça. Et du coup, ça a un impact également modèle parce qu'on était, je pense que tous les assureurs, Mohamed, tu pourras me le confirmer, sur la loi ONC demandée par la CPR. Et on n'avait pas de données, on n'avait jamais backtesté ce genre de choses. Donc là, en fait, on est en train de voir en temps réel, d'apprendre. Le modèle est en train d'apprendre, en fait. On est en train d'affiner nos modèles, notre loi de rachat dynamique. Voilà. Donc c'est un test grandeur nature. Donc il y a une grande vigilance. Alors je vous fais un update de la semaine dernière. Désolé pour ceux qui y étaient déjà, mais la CPR également va avoir une vigilance particulière sur les rachats et sur les lois de rachat dynamique que l'on a dans notre modèle, quoi. Donc ça, vraiment, c'est un point pour les assureurs dans les mois à venir. Alors après, si j'avais mis ce graphique, justement, c'était pour montrer que finalement, des rachats, il n'y en avait pas tant que ça. Non, parce qu'en fait, il y a eu des mouvements de marché colossaux. Enfin, on l'a vu là avec le graphe précédent, avec tous les techs, y compris les tech 1, qui ont explosé vers le haut et qui se sont tous resserrés entre eux, avec même depuis quelques mois une inversion de la courbe des taux où les taux courts sont plus élevés que les taux longs. Mais historiquement, en fait, il n'y a jamais vraiment une vague de rachat massif en assurance. En 2008, pas vraiment. Le pire pic qui a été enregistré, donc ça c'est le graphique issu de la collecte hebdomadaire de la CPR. Le pire pic qui a été enregistré, en fait, ça a été en 2011. Et je crois de mémoire que quand on rapporte ça aux encours, on arrive à de l'ordre de 6%. Voilà. Donc le fait est que ce n'est pas les comportements des assurés qui ont influencé sur la façon dont le best estimate vie s'est transformé depuis 2016. Effectivement. Rachat massif, dynamique, etc. On ne sait pas très bien déterminer. On est dans le cadre de solvabilité 2. Ce qu'on observe par contre, c'est un comportement peut-être un peu plus dynamique, un peu plus réactif sur les versements. Là, du coup, ça nous amène à des problématiques IFRS 17. Le manuel traite essentiellement de solvabilité 2, mais il y a quand même des bridges avec IFRS 17 qui sont faits. Donc il est important de faire bien la distinction entre qu'est-ce qui relève de la solvabilité, qu'est-ce qui relève de la mesure de la performance selon IFRS 17. Après, le contexte actuel, comme l'a dit Cédric, ça pose des questions nouvelles. Par exemple, l'une des questions qui se pose effectivement, c'est est-ce que la loi ONC elle a un sens? Est-ce qu'on ne peut pas répondre à la négative, c'est-à-dire avoir une assurance négative sur la loi ONC? Je pense qu'on est dans un contexte où on a de la matière pour faire 2-3 tests. L'autre piste, peut-être, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à investiguer sur la notion d'arbitrage dynamique? Est-ce que les gens qui partent du fonds euro, est-ce que finalement, ils ne restent pas, et est-ce qu'ils ne vont pas plutôt sur le fonds UC? On n'a pas les réponses, mais je pense que d'un point de vue technique, actuariel et pour la communauté des actuaires, je pense que ce sont des choses qui méritent d'être étudiées de façon plus profonde. Oui. Encore faut-il qu'on puisse les modéliser au sein du même contrat, mais on va en reparler après. Je vais commenter rapidement les 2 slides qui suivent. Donc ça, c'est juste des statistiques qui sont issues d'un mélange entre les statistiques EIOPA et les statistiques ACPR annuelles. Donc c'est une représentation du best estimate vie épargne comparé aux provisions mathématiques en French Gap. Donc le best estimate vie a toujours été significativement supérieur aux provisions mathématiques sur le fonds en euros, sauf depuis fin 2022 où avec le contexte de moins-value latente quand même assez marqué, les poches obligataires étaient à moins 6% quand même dans un slide précédent, mais on se retrouve à avoir pour la première fois le fait que si tout le monde décide de racheter tout de suite et de récupérer ses encours, le best estimate n'est pas suffisant. Donc ça, c'est quand même assez interpellant, même si, pour oser dire ça, ça veut dire quand même qu'on s'extrait d'une perspective statistique. Autre fait assez marquant, c'est que le ratio effectivement BE sur PM en euros est quand même très très variable, ce qui n'est pas du tout le cas sur les unités de compte. Alors, au vu de l'échelle du graphique, on a l'impression que la courbe bouge beaucoup, mais en réalité, ça se joue dans un mouchoir de poche
quel que soit l'exercice auquel on s'intéresse, le ratio best estimate unité de compte sur provision mathématique est vraiment de l'ordre de 95%. Ça bouge à peine, c'est extrêmement stable. Bon, évidemment, l'assiette, elle bouge beaucoup, mais l'effet de la modélisation, en fait, fait juste gagner, et c'est constant à travers le temps, à chaque fois 5% environ. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, il y a certains assureurs, je pense qu'ils doivent être rares, à modéliser les UC comme un tout. Le poids de la risk margin, en réalité, ce qui fait la différence, c'est qu'il faut intégrer la risk margin pour voir est-ce que c'est intéressant ou pas. Évidemment, le mieux, c'est de modéliser le mieux possible. Mais pour les assureurs qui modélisent comme un tout, le poids de la risk margin doit être aux alentours de 1 ou 2% sur l'APM UC. Il y a quand même un petit peu de PVFP qui se dégage, mais il faut regarder. Je pense que, on ne dit pas qu'il faut passer sur un comme un tout, mais ça se regarde un petit peu. Il y a un coût de capital qui s'enclenche sur le risque souscription. Ce sont des études qui, je pense, ne sont pas forcément faites, mais ça se regarde, c'est intéressant. Alors, sur ce slide, on en a. Enfin, je ne sais pas à quel point vous en êtes solidaires, Mohamed et Cédric. Totalement. Je suis totalement solidaire. Alors, c'est trop tentant, en fait, voilà, maintenant qu'on a une dizaine de points, de se dire est-ce qu'on peut mettre en relation juste le BE avec les PM et les plus ou moins values latentes. Alors, je sais que c'est un peu provocateur, hein, donc si j'accepte toute provocation en duel à l'issue de l'atelier. Non, mais plaisanterie à part, le modèle naturel auquel on s'intéresse, c'est de dire, voilà, en gros, le BE, c'est 85% des plus ou moins values latentes plus la PM. Quand on régresse ça juste parce qu'on a envie de le faire, mais sans avoir de rigueur scientifique derrière, on a un R2 qui est exceptionnel. Hein. Les points sont parfaitement alignés et on a un facteur de partage de la plus ou moins value latente de l'ordre de 78%, ce qui est assez réaliste, étant entendu que les 85% de produits financiers qui sont partagés avec les assurés, derrière, ils sont souvent réduits par des soldes techniques qui sont déficitaires. J'ai pas dit des résultats techniques. Et le poids des fonds propres. Et le poids des fonds propres. Oui, également. Le poids des fonds propres aussi. Ouais. Là, c'est plus ou moins value latente, pas que du fonds euro, mais de l'actif général, y compris en représentation des fonds propres. En fait, la problématique, c'est que ça marche trop bien. Ça marche trop bien. On ne sait pas si c'est stable dans le temps, si on enlève un point. Je pense que ça c'est. On verra l'année prochaine. On verra l'année prochaine. Mais en réalité, même le 1,02, il s'explique parfaitement. En fait, en général, les PM ne contiennent pas la PB qui sera incorporée en N+1. Donc, en fait, le 1,02, il peut s'exprimer par le fait que il y a une partie qui est certaine qui va être la PB dotée N incorporée N+1. Tout de suite, le modèle commence à remettre à niveau les PM en dotant de la PPE, enfin la PPE qui est réservée, et ensuite on rentre dans un modèle prédictif linéaire. Donc ça marche trop bien. De là à arrêter de faire du best estimate et utiliser cette formule-là, non. J'ai pas dit que c'était prédictif, mais ça marche trop bien. Beaucoup trop bien. Moi, je prends. Hein. Enfin, franchement, là, Arnold, hein, pour la clôture. Alors maintenant, on va en venir à la partie, je pense, qui va nous prendre le plus de temps. C'est l'actualité réglementaire sur le calcul du best estimate V. Alors, il y a eu 2 guidelines structurantes qui ont été publiées l'année dernière par IOPA. D'ailleurs, l'Institut s'était positionné dans le cadre de la consultation préalable à l'élaboration de la guideline. Ces guidelines intégrées à la prise en compte du retour d'expérience de la CPR sur tout un nombre de sujets ont donné lieu à la préparation de notices que la CPR a élaborées et va certainement publier dans les prochaines semaines. On est tous très impatients. Et on a du côté de l'Institut des actuaires, parallèlement à la réponse à la guideline, mis à jour le guide de l'Institut des actuaires, donc, auquel j'ai eu le plaisir de contribuer avec Mohamed et Cédric. Ce guide, c'est pas quelque chose de prescriptif, ça n'a pas vocation à être quelque chose qui se substitue au texte réglementaire, c'est vraiment un document didactique qui est là pour essayer d'expliquer, fournir des exemples. Voilà, parfois, il y a des débuts d'opinion ou des débuts d'indication qui y sont donnés, mais ça n'a absolument aucune portée normative.
Et je rajouterais, donc ce n'est pas prescriptif, tout comme les notices ACPA qui vont sortir. C'est important, ils ne peuvent pas l'opposer. C'est vraiment des best practices. Et, voilà. Tout à fait. Et je rajouterais juste, alors le périmètre de ce guide, c'est l'activité participative. C'est-à-dire qu'il y a un autre GT qui s'occupe de la prévoyance, qui va traiter la question de belle vie et prévoyance, en fait. Donc voilà. Donc il y a une orientation, deux orientations qui sont sorties, comme disait Charles-Henri. Donc une sur la frontière des contrats, dont Charles-Henri reviendra tout à l'heure, et une sur les provisions techniques. Alors celles-ci, elles sont déjà validées par le collège. Enfin non, les notices ACPR ont déjà été validées. Alors il y a beaucoup de sujets sur ces orientations. On en a retenu en tout cas 2. Donc là vous avez la liste en fait de tous les sujets qui ont été abordés. Donc là on a décidé de retenir les frais, notamment les frais d'investissement. Ça nous semblait important d'en parler. Et également les rachats dynamiques, donc ça tout à l'heure Mohamed en parlera. Également un point d'attention, 2 points d'attention sur ce qui a été revu, c'est la notion d'expert judgment qui a vraiment été énormément travaillée par l'EIOPA. Donc il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur ce sujet-là, donc beaucoup de documentation et de justifications qui sont demandées. Et également le principe de continuité d'activité, donc qui a été rappelé plus précisément dans ces orientations. Donc c'est 2 autres points qu'on abordera, mais en filigrane de nos. Tout à fait. Peut-être qu'on peut dire qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de chamboulements, d'impact très très significatifs. Par exemple, sur l'expert judgment, c'est des choses qui existaient dans le framework modèle interne. En fait, il s'agit juste d'une remise à niveau, si on ose dire, du best estimate par rapport à ce qui existe déjà. Tout à fait. Alors, les frais. Donc voilà, pourquoi les frais? Alors également, c'est vraiment un sujet d'attention des régulateurs, hein, pas que de l'ACPR, mais de l'ensemble des régulateurs. Donc on avait rencontré en 2021 l'ACPR, nous en avait parlé. Là, ils l'ont redit vendredi dernier, donc ça nous semblait important d'en parler. Également, parce que les frais, c'est un sujet vraiment complexe, notamment en termes d'allocation, de clés d'allocation des frais, comment je vais allouer mes frais, quel driver je vais utiliser pour mes clés d'allocation, comment j'alloue mes frais liés aux fonctions support, l'acquisition et l'administration. Enfin, voilà, il y a un tas de répartitions d'expert judgment qui sont liés à cette partie-là. Que, voilà, il faut vraiment avoir un cadre de gouvernance très, très, très fort. Donc il n'y a pas une seule vérité, et en plus, c'est vraiment quelque chose de... la moindre variation a des impacts très importants en termes de BE et en termes de valeur. Alors que nous disent les textes? Donc là, on a les actes délégués. Donc là, en fait, la première rappelle les grands principes, sans rentrer dans le détail de la modélisation. On parle de frais d'investissement, donc ça c'est important. Je pense que le fait d'avoir une nouvelle orientation qui va arriver dessus, c'est quelque chose qu'on avait peut-être oublié. Et également, on rappelle le principe de continuité d'activité qui sous-tend la modélisation des frais. On passe à la slide suivante. Donc les orientations qui ont été bougées. Donc là, vous y trouvez plus de détails, notamment dans les Explonority Text. Vous avez quelques exemples. Donc elles ont été légèrement modifiées. Donc la numéro 30, c'était parler de projection des frais de manière réaliste et objective. Auparavant, c'était uniquement sur la partie des frais indirects. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont étendu à l'ensemble des frais cette notion, cette demande d'avoir une projection réaliste et objective. Et en fait, la 33, c'était lié à l'inflation, et donc sûrement ils ont dû voir qu'ils réclament une inflation différente suivant la nature des flux sortants qui sont projetés. Donc voilà pour les orientations. Une fois qu'on a dit ça, on a un petit peu un résumé de la méthodologie, enfin les bonnes pratiques à avoir. Donc sur la partie frais à projeter, donc sur l'assiette de frais. Alors, au début, une petite palissade, donc les frais récurrents sont projetés, les non récurrents, comme on le verra à la fin, ne sont pas projetés. Ce qui est important, alors un point d'attention, c'est vraiment un retour de pratique qu'on a que j'ai pu avoir chez Generali. Donc
c'est la troisième phrase. Donc c'est voilà, la répartition des frais doit être cohérente, donc sous-entendu alignée avec les clés du contrôle de gestion. Et la fin de la phrase, les changements significatifs doivent être analysés et justifiés. Donc voilà. Donc derrière, sur les clés d'allocation, il y a une notion de permanence de la méthodologie qu'on doit avoir dans les clés. On ne doit pas avoir de brusque balancier sur les clés, ou sinon elles doivent être justifiées. Donc là, en fait, ça réclame d'être très très proche du contrôle de gestion pour pas découvrir en fait en fin d'année des gros balanciers dans son BE juste parce qu'en fait le contrôle de gestion a changé des clés de répartition sans prévenir. Donc, voilà, donc il y a une gouvernance vraiment forte à avoir sur cette partie-là, sur la partie des frais. Donc une relation au quotidien avec quasiment avec le contrôle de gestion, et une gouvernance et avoir des comités dédiés pour le changement des clés les plus significatives. Donc les frais d'acquisition ne sont pas projetés. Juste un mot sur les frais exceptionnels. Donc ça, voilà. Alors, il y a plusieurs cas sur les frais exceptionnels, donc avant d'avoir travaillé. Donc les vrais frais exceptionnels en vie, je crois que ça n'existe pas. Autant la crue centenale, je vois on pourrait l'enlever. Autant en vie, je ne vois pas. En fait, voilà. Et c'est un peu ce qui était écrit dans le deuxième bullet point. En fait, chaque année, on a une masse de frais exceptionnels qui sont en fait récurrents et qu'on pourrait décider de projeter. Là, on va rajouter aussi une problématique de maille, parce que si on a une maille très fine, on va se dire que finalement, ils ne sont peut-être pas à projeter sur les 60 ans, je ne sais pas combien, 80 ans de projection. Donc voilà, donc les problématiques de maille. On en revient à un troisième cas. On pourrait aussi imaginer une récurrence pluriannuelle. On va des frais qui vont arriver tous les 20 ans, tous les 30 ans. Par exemple, je pose la question, IFRS 17, voilà, je le modélise comment? Non, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui va arriver tous les 10 ans, tous les 20 ans? Je n'en sais rien. Et un autre cas de projection sur ce type de frais, c'est on pourrait projeter des frais sur 3 années. Par exemple, IFRS 17, à nouveau, j'aurais très bien pu les projeter sur les 3 premières années, estimer mes coûts à venir et ne plus les projeter. Donc ça, c'est vraiment des vraies questions qu'il faut se poser, qu'il faut documenter, justifier. Enfin, il n'y a pas de règles, en tout cas, il n'y a pas de... Le plus important est dans l'explication vis-à-vis notamment du régulateur. Après, plus que de frais exceptionnels, je parlerais plutôt à retirer de la projection les frais liés à des projets générateurs de gains futurs. Je pense que c'est cette notion-là c'est cet angle-là qu'il faut l'aborder, parce qu'en fait, comme je ne projette pas les gains futurs, par symétrie, je ne peux pas projeter les frais. Donc plutôt que de frais exceptionnels, je parlerai plutôt de frais liés à de gains futurs pour les retirer de la projection. Voilà, donc ça c'est pour la partie frais exceptionnels qui est plus compliquée que ce que ça a l'air. Alors en général, j'avais peut-être Mohamed, tu peux me confirmer, j'avais en tête un benchmark de 8-10% de frais exceptionnels qui sont retirés. C'est dans ces eaux-là. Ensuite, la méthode de projection pour les activités d'assurance. Donc là, en général, on retient la méthode du coût unitaire, hein, donc qui va être les frais sur un driver qui est en général le nombre de contrats. Alors, c'est pas une exigence normative, hein, on l'a pas c'est ni dans la directive, ni dans les orientations. C'est plutôt une bonne pratique, donc qui doit se servir en fait de départ à la modélisation. Donc le marché là est vraiment très majoritairement en coût unitaire, donc, alors, conformément à la demande du régulateur, de la CPR. On a encore quelques cas, enfin ce que j'ai pu comprendre d'assureurs qui sont en espèce de mixte, pourcentage de PM et coût unitaire, mais voilà, donc ça devient très très rare. Par contre, alors, certains acteurs ont raffiné leur modélisation en ajoutant, en adaptant, en intégrant des adaptations pour limiter les frais. Donc ça peut être cap sur frais et également cap sur l'inflation. Alors pourquoi pas, mais voilà, donc là il faut déjà du backtesting, hein, parce qu'effectivement, si par exemple on fait un cap de frais sur PM, si on constate dans un passé sur les 10 dernières années que ce ratio-là est flat, il n'y a aucune raison que dans la projection on ait des scénarios où ce ratio explose. Donc le justifier, donc là c'est bon, mais donc ça nous permettra d'utiliser l'approche de continuité d'activité dont je parlais tout à l'heure. Donc ça sera
à compléter par des management actions, parce qu'on peut aussi demander, on fait valider par le board un ratio de frais au-delà duquel la compagnie s'engagerait à prendre des mesures drastiques si jamais ce ratio devait être dépassé dans la réalité. Donc, voilà, donc ça c'est un petit peu, on a les coûts unitaires, mais voilà, on a également d'autres approches qui existent sur le marché de l'assurance, qui peuvent compléter en fait cette approche par coût unitaire. Et le dernier point, c'est que un plan de réduction de frais, toujours validé par le conseil d'administration, ça c'est important, pourrait être intégré et pris en compte dans les hypothèses de projection des frais. Voilà pour les méthodes de projection. Un dernier point sur les frais d'investissement. Voilà. Donc là, autant les deux autres, c'était des modifications à la marge. Là, il y a une nouvelle orientation qui est sortie sur ce sujet-là. Alors, prendre en compte les frais de gestion des placements, alors, ceux constatés dans les états comptables, donc je pense que tout le monde le faisait, mais aussi les frais prélevés par les asset managers. Voilà, donc ça c'est vraiment un sujet, donc pas seulement en France, c'est un sujet vraiment, ça a émergé, vous explosé, on va dire, côté Allemagne, BaFin. Donc du coup, voilà, c'est un sujet, donc on a une orientation dédiée sur le sujet, et vous verrez dans les notices ACPR, on a aussi un pavé spécifique sur ces frais d'investissement. Donc ça peut coûter très cher pour ceux qui ne les ont pas encore mis en place. Et ça pose aussi beaucoup de questions. Alors c'est en lien aussi avec leur mission sur le value for money. Donc ça contribue également, parce qu'il y a aussi une ambition de réduire les frais des asset managers. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas mis en place dans leur projection ces frais d'investissement, ça peut vraiment coûter cher. Voilà, sur la partie frais. Je suis bon. Ensuite, en ce qui concerne le contenu du manuel, on a décidé de faire un focus particulier sur une problématique qui n'est pas si complexe que ça, mais qui peut être assez piégeuse. C'est sur le périmètre non modélisé. Alors, cette slide-là, elle ne vous apprend pas grand-chose, mais elle permet de fixer 2-3 idées, à savoir, il est important d'assurer une exhaustivité et un contrôle exhaustif, une espèce de checklist entre ce qui est remplacé, ce qui est provision technique vie et ce qui est remplacé par la best estimate. Pourquoi ? Parce que la mécanique de constitution du bilan économique, elle remplace un bloc qui s'appelle provision technique, French Gap, par un nouveau bloc qui s'appelle best estimate. Donc, tout ce qui est modélisé ne pose pas de problème, on peut le décomposer entre BEL et PVHP. Le non modélisé, il faut l'identifier, il faut avoir un arbre de décision clair entre qu'est-ce qui est de la source de valeur pour l'assureur et qu'est-ce qui va se matérialiser par un cash flow assuré. En général, ce qui est plus prudent, c'est de considérer que les produits non modélisés, les PM des produits modélisés, c'est du BEL 1 pour 1, mais bon, s'il y a des approches un peu plus fines, pourquoi pas. Ensuite, tout ce qui est provision type PGG, PAF, PRE, il y a l'idée de les modéliser comme étant source de modification ou de convexité de la PB minimale réglementaire. Par contre, ça reste quand même des provisions qui n'ont pas de caractère économique direct. Elles doivent passer par le moyen du best estimate vie. Donc ça induit également l'importance de contrôle type rapport réconciliation directe-indirecte. Ça commence à être en place chez beaucoup d'assureurs, mais c'est pas systématique, alors que ce sont des contrôles qui sont absolument clés. Voilà pour cette slide. Ensuite, on a fait un petit focus sur la stratégie financière qui comprend 2 principaux sujets, à savoir qu'est-ce que je mets en allocation stratégique d'actifs cibles et le sujet sur la duration. Alors, je vais essayer d'aller très très vite pour fixer les principes. Le premier principe, c'est ça peut être contradictoire, mais c'est comme ça, c'est la fameuse règle des 5C que je ne vais pas citer ici, c'est qu'on est en continuité d'exploitation, premièrement, mais on n'a pas de prime future. Donc, il faut jongler avec, on n'a pas le choix, ce qui fait qu'on doit fixer des règles qui sont cohérentes avec la pratique actuelle, ou à défaut avec ce qui est envisagé et validé par la MSB sur le court terme. Typiquement, on ne peut pas avoir une allocation stratégique d'actifs qui s'éloigne de façon significative de ce qui est pratiqué ou de ce qui est déjà décidé.
Alors on peut partir de corridors, on peut partir de hard limit maximale et minimale, mais il est important d'assurer quand même une auditabilité pour éviter toute optimisation ou toute suroptimisation qui viserait à dérisquer. Pareil en ce qui concerne la duration, je vais vite pour laisser le temps au sujet de frontières des contrats. Sur la duration, il pourrait être tentant et réaliste de se dire que la duration décroît avec le temps. Il se trouve que c'est pas forcément la position qui soit majoritaire et qui soit forcément acceptée par le régulateur, qui challenge beaucoup cette position. Nous, on part du principe que il faudrait que le gap de duration la gestion de gap de duration soit cohérente avec les pratiques réelles de l'entreprise. Une décroissance automatique du gap de duration avec les passifs, honnêtement, je ne pense pas qu'elle va être acceptable en l'état, même si justifiable d'un point de vue actuariel. On a eu des discussions avec le régulateur, notamment dans le cadre de la rédaction du manuel. C'est un sujet complexe. On est obligé de jongler avec une position un petit peu parfois schizophrène. On ne projette pas les primes, mais on est en quantité d'exploitation, mais on en tire les conséquences. J'aurais une question pour toi après. Mais... D'accord. Très bien. Donc voilà, en ce qui concerne les durations, vous verrez dans le manuel, on essaie d'ouvrir des portes, mais on ne peut pas non plus être... on est sur une position qui n'est pas que technique, malheureusement. Ensuite, en ce qui concerne les rachats dynamiques, il n'y a rien de nouveau, même dans la directive d'ailleurs, dans la nouvelle orientation plutôt, il n'y a rien de nouveau. La nouvelle orientation rappelle l'importance de capter tous les risques majeurs. Par exemple, il faudrait quand même faire l'étude sur le spread Govies. Il faudrait vérifier que ce n'est pas très, très matériel. En général, c'est le cas parce qu'on est sur une logique de L to maturity sur les obligations d'État. Donc, on ne s'attend pas à ce que ce soit très, très, très matériel. Sur les rachats dynamiques, en général, comme l'a dit tout à l'heure, on est sur la courbe ONC. Le contexte actuel pourrait permettre d'avoir un peu plus de détails, avoir un peu plus de précision là-dessus. Pareil, tout dépend de la qualité de l'information et de la qualité de la donnée qu'on manipule. Le manuel Bell ne peut pas être trop prescriptif là-dessus parce que ce n'est pas son but. On ne peut pas non plus préconiser dans tous les cas de figure d'avoir une loi propre parce que ce n'est pas vrai et puis on ne voudrait pas pousser des positions qui ne seraient pas défendables devant le régulateur. Néanmoins, on a de la chance, entre guillemets, d'être dans un contexte qui permet d'avoir 2-3 éléments de calibration additionnelle. Tu voulais rajouter quelque chose ? Je poserai mes questions après. Tu n'as pas le droit parce que tu n'es pas participant. Voilà, en ce qui concerne les rachats dynamiques, oui, des sujets importants quand même sur les rachats dynamiques, notamment sur la calibration des taux attendus par les assurés. On est sur une population qui n'est pas forcément homogène entre elles au sein d'un portefeuille, qui n'est pas homogène avec les clients qui vont faire des reversements. Donc on est sur une loi de rachat, il y a quand même une forme de rétention. Si on est sur des taux attendus par les assurés qui sont trop volatiles, ça va enclencher des mécanismes qui ne sont pas souhaitables, qui ne sont pas réalistes surtout. On l'a vu tout à l'heure dans la slide. En réalité, il n'y a pas tant de rachats dynamiques que ça. On n'est pas sur... on n'est pas sur des fuites massives de passifs, de passifs de l'assurance vie vers autre chose. Donc, si on a des taux qui sont trop volatiles, et ça a été observé chez certains assureurs, c'est peut-être un peu pénalisant pour pas grand-chose. Donc ça vaut le coup de revoir peut-être les paramètres qui sont retenus. Dernier point, il y a quelques points d'attention, notamment si notre taux attendu par les assurés est par définition non soumis à prélèvements sociaux, et il faudrait faire la conversion pour que ce soit comparable. Par exemple, si on compare par rapport à un livret A, il faudrait juste retraiter notre taux servi pour que ça veuille dire quelque chose, sinon on va comparer des choses qui ne sont pas comparables. Je vais rapidement pour laisser la parole à... Oui, merci beaucoup. On va parler un peu de frontières des contrats, rapidement.
Je ne sais pas si j'ai l'air calme, parce que c'est un sujet qui m'énerve beaucoup. Mais qui ne m'énerve pas que moi, parce que j'ai constaté 2 choses sur la frontière des contrats. La première, c'est quand on demandait à 2 actuaires différents de prendre l'article 18 du règlement délégué et de dessiner un arbre de décision pour expliquer comment, en fonction de ce qu'il avait compris des caractéristiques d'un contrat, il fallait ou non projeter dans le temps tel ou tel événement. Chaque actuaire avait sa propre lecture de l'article. Et on n'a jamais trouvé 2 arbres identiques, même sur un grand panel d'actuaires. Et la deuxième chose que j'ai constaté, c'est que 2 personnes qui parlent beaucoup du fameux article finissent toujours par se taper dessus à la fin. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que je suis un peu énervé sur le sujet. Alors, l'article en question, je l'ai recopié parce qu'il a fort heureusement subi une clarification en 2019. En 2019, le règlement délégué a été modifié pour instaurer, à la demande de la France, le fameux le choc action long terme. Et au passage, il y a eu des petites corrections, notamment celle-là qui était très bienvenue, qui a permis de défactoriser le petit c. Désolé, c'est un petit peu juridique, mais c'est hyper important. De défactoriser le petit c qui avant figurait dans le corps de texte de l'article 5 et qui avait une interprétation très différente selon la version française ou anglaise, parce qu'en anglais, il n'y avait pas de virgule devant le without, et en français, il y avait, ou l'inverse, je ne sais plus, où il y avait la virgule. Et ça donnait lieu à des interprétations complètement divergentes. Donc maintenant, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. En tout cas, certaines choses ont été clarifiées. La logique de cet article, c'est de dire, en fait, on projette tout sauf. Et il y a une liste de choses ou de contextes dans lesquels on n'est pas censé projeter des éléments relatifs au contrat. Et le paragraphe 5 est extrêmement intéressant parce qu'il dit que, il parle des primes futures explicitement. Et en gros, il nous dit que, à moins que le contrat ait une garantie de prévoyance, à moins qu'il y ait une garantie sur le fonds euro, ou à moins qu'on puisse forcer le preneur d'assurance à payer les primes, on ne projette pas les primes futures. Sauf que dans beaucoup de contrats, on a soit une garantie de prévoyance, soit une garantie financière type fonds euro. Alors, forcer l'assuré à payer les primes, c'est pas possible en droit français. C'est l'article S132-20. L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Donc tout le débat est est-ce qu'on a suffisamment de garantie sur le fonds euro ou une garantie de prévoyance suffisamment matérielle pour pouvoir projeter. Par ailleurs, l'analyse qui doit être faite, elle doit se faire selon qu'on coupe ou non le contrat en 2 parties. Et ça aussi, c'est un point structurant de l'approche. Alors, sur la notion d'effet discernable, les fameuses garanties fonds en euros ou garanties de prévoyance, ça peut être par exemple sur de la poche unité de compte, une garantie plancher, ça peut être des garanties de prévoyance accessoires, un petit capital en cas de décès accidentel, ce genre de choses, ça existe dans beaucoup de contrats. Est-ce que c'est suffisamment matériel? Alors la première chose que nous dit l'orientation EIOPA, c'est que ça doit être, cette fameuse garantie, on ne l'apprécie qu'à hauteur de ce qui est financé par des primes futures. Alors ça, déjà, ça mériterait, c'est acquis au sein de la guideline, mais ça mériterait en soi un débat parce que dans le texte de niveau supérieur, il n'y a pas prévu de conditionnalité, je vous invite à le relire, de conditionnalité de cette fameuse garantie au fait que ça soit adossé à des primes futures. Certes, c'est en vue de penser la projectibilité des primes futures, mais c'est pas pour autant que le texte dit qu'on ne s'intéresse qu'à la quote-part de ces garanties qui sont financées par le paiement de primes futures. Donc déjà, ça en soi, ça devrait faire l'objet d'un débat qui, à mon avis, a été un peu éludé un peu rapidement. Et la deuxième chose, c'est que cette caractérisation de matérialité, on ne va pas changer toute l'analyse d'un contrat juste pour une micro-garantie, elle peut se faire soit de façon qualitative, soit sur base quantitative, et on a des indications dans les explanatory texts qui accompagnent les projets de guideline. Après, ce n'est pas un texte réglementaire, c'est l'explication d'un texte de niveau 3. Donc ça vaut ce que ça vaut, qui consiste à dire il faut projeter le contrat avec les garanties, on regarde la valeur actuelle des garanties, c'est pas le best estimate, c'est le best estimate, mais juste sur la partie cash flow out. Donc on retire complètement les projections de primes, on projette sans les garanties, on regarde les cas relatifs, et si c'est supérieur par exemple à un niveau de 2%, on considère que c'est très matériel. Si c'est inférieur à 0,5%, c'est pas matériel et c'est pas pris en compte dans l'analyse du contrat. Et si c'est entre les deux, à débattre, voyez avec le superviseur. Ah oui, attends, pardon, sur la séparabilité des fonds euros et des unités de compte, elle est déterminante. Parce que si on prend le multi-support classique sans aucune garantie, en fait,
enfin sans aucune garantie de prévoyance, je veux dire, on va juste avoir la poche euro qui a sa garantie financière, la poche UC qui n'a aucune garantie, et donc je ne peux projeter, enfin si j'ai envie de projeter des primes futures sur mes unités de compte, il faut absolument que je justifie que le contrat est indissociable, parce que si je commence à dire, non, au titre de la séparabilité des garanties, je projette d'un côté un contrat euro et de l'autre côté le contrat en unité de compte, le débat est terminé, il n'y a pas de prime future sur les UC. Donc il faut absolument, pour les personnes qui cherchent à projeter des primes futures, que ce soit des primes programmées, enfin par exemple des primes programmées sur les unités de compte, il faut absolument défendre juridiquement l'indissociabilité de la poche UC avec la poche euro. Ça peut se faire de plein de manières différentes, ça va dépendre de la typologie des contrats. Sur les contrats avec des gestions pilotées, par exemple, ça c'est génial, ça me semble assez facile à démontrer. Sur tout ce qui est contrat labellisé, PER, PERP, avec des allocations d'actifs pilotées à horizon qui prévoient en plus un dérisking dans le temps, là ça me semble aussi absolument pas faire l'objet d'un débat. Par contre, pour des choses qui sont plus à discuter, là ça va être moins évident pour des contrats qui n'ont pas ces caractéristiques. Il va falloir peut-être trouver un argument de fiscalité, d'arbitrage. Alors j'ai mis un petit bonhomme qui était dans la recherche d'icônes, j'ai tapé circonspect, mais en fait ça m'a fait penser à un bonhomme qui prie. C'est peut-être plutôt ça. Alors bien sûr, quand on a répondu au nom de l'Institut des actuaires au projet de guideline, on a évidemment fait valoir tous les arguments actuariels qui visent à lier les contrats parce que ce n'est que dans ce sens qu'on estime que les engagements devraient être projetés. Projeter un contrat complètement coupé en deux, c'est quand même, ça fait sauter quand même beaucoup de principes économiques. Voilà. Alors pour la position du superviseur, je me prononcerai pas dessus parce que on va voir les notices et notamment leur mouture définitive que, pour ma part, j'ai pas vu puisqu'elles doivent être passées par le collège de l'autorité et peut-être que des modifications ont été requises. Je me suis quand même permis de mettre un ciseau parce que je pense qu'à terme, on va quand même aller dans le sens, sauf caractéristiques particulières des contrats, d'un découpage entre les poches euros et les poches unités de compte, et du coup, de pas de prime future sur les UC. Voilà. Non, je te confirme que pour avoir vu les notices, on s'oriente vers ça et que la CPR va proposer un proxy, parce que c'est tellement compliqué ce sujet-là, et voilà, à voir dans les prochaines semaines. Je vais laisser la place aux questions. Alors moi j'en avais une, ouais. Juste Mohamed, tu parlais de la loi de rachat dynamique. Je voulais savoir si toi, sur le marché, tu avais vu les compagnies utiliser des lois de rachat dynamique différentes entre S2 et 17. Alors c'est possible. C'est possible, ouais. C'est possible. Ouais. Au-delà du fait que ce soit fait dans les... Enfin, je peux pas... J'ai pas de vérité absolue là-dessus, mais effectivement, d'un point de vue du principe, on ne voit aucune objection à cela. Et inversement, tu en vois qui utilisent la loi ONC également pour 17 ? Oui. Parce que 17, c'est plus, d'accord, parce que c'est plus économique. Oui, bien sûr. En fait, la question du bridge entre les deux, elle est forcément posée. D'ailleurs, que ce soit en interne. Pour l'instant, on parle le superviseur, à ma connaissance. Mais en tout cas, tout ce qui peut... c'est pas les mêmes frameworks. Donc, à partir de là... tout ce qui est tous les principes qui peuvent être économiquement contestables, en tout cas c'est la position qu'on a retenue dans le guide, peuvent être remises en cause dans son IFRS 17 à partir du moment où on justifie quelque chose de plus économique. Je ne sais pas si les préparateurs présents ici partagent ou pas, ça serait intéressant d'en débattre, mais en tout cas c'est deux frameworks qui sont totalement différents. C'est la position qu'on défend dans le guide en tout cas. Bonjour, j'avais aussi une question sur cette histoire de rachat dynamique. Maintenant qu'on commence à avoir un petit peu de recul, est-ce que vous constatez, vous, une différence de comportement suivant les assurés, typiquement des assurés plus âgés, des assurés avec encore des TMG et des lois de rachat dynamique qui pourraient être justifiées comme différentes suivant le type de support euro ? Alors, je ne suis pas sûr que l'analyse soit disponible à cette maille-là. Encore une fois, on a que très peu de recul. Par contre, sur le principe, il faut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que il est aujourd'hui,
d'un point de vue économique, ça n'aurait pas de sens d'avoir une loi qui soit pas suffisamment fine, hein. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est effectif? Je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul là-dessus. Mais ça serait totalement l'objet, enfin plutôt l'idée des travaux qui restent à venir, hein. Alors, juste chez nous, on en constate, hein. Et donc du coup, on va revoir notre loi pour affiner justement ce que tu dis, Mohamed, pour avoir des lois. Mais est-ce que dans les faits, on observe, c'est étayé par l'observation ou pas? Je pense que c'est un peu trop tôt. Non? Ça dépend les profils. Ouais. Et la question, c'est de savoir, donc là, il y a une première. Donc c'était lié à la loi ONC, hein, c'est-à-dire le rachat, l'écart entre les dépôts à terme et puis ce qu'on servait. Là, ce qui va être intéressant, c'est un nouveau jeu de données qui va arriver au mois de janvier. Ouais. On va servir, on va voir. Donc du coup, on aura à nouveau une base de données pour affiner, pour faire travailler notre modèle et affiner notre loi de rachat dynamique. Donc ça va être intéressant. Voilà. Merci, on va devoir stopper l'intervention. En tout cas, merci à vous.